Il est 9h30. Bonjour à tous et merci de vous être connectés donc à cette session de webinaire organisée avec le support de Damienne Verguin, Robert Castagnac et Michel Ducrot de la Direct, à qui je vais laisser la parole et qui vont se présenter eux-mêmes. Donc, nous sommes partis pour a priori quelques minutes d'explication par Damienne Verguin des dispositifs de soutien mis en place. Et ensuite, questions-réponses. Donc, vous avez en bas à droite, normalement, de votre écran, un petit point d'interrogation qui vous permet d'envoyer vos questions. Je les vois en temps réel et quand on en sera aux questions-réponses, je les relirai pour Damienne. Ceux qui ne parlent pas coupent leur micro, s'il vous plaît, pour éviter les problèmes d'écho. Et donc, Damienne, la parole est à vous. Bien, bonjour à tous. Vous m'excuserez si éventuellement j'ai quelques difficultés à gérer le système webinar. Je ne suis pas une familière de l'exercice. Alors, je me présente tout d'abord, donc Damienne Verguin, je suis directrice régionale adjointe de la direction Occitanie, en charge du pôle entreprise, économie, emploi. Enfin, dans l'ordre des mots, mais ça fait les 3 E. Du coup, je vais vous présenter rapidement les dispositions qui ont été prises par l'État, le gouvernement, pour répondre aux difficultés économiques rencontrées par les entreprises face à l'épidémie de Covid-19 et surtout à l'impact du confinement. Et puis, Michel Ducrot, qui se présentera quand il évoquera toutes les questions liées au droit du travail, cette période particulière, et Robert Castagnac entrera plus dans les détails sur les questions liées aux dispositifs de financement ou aux fiscaux qui ont été mis en place. Pour ma part, si vous le souhaitez, je vous propose d'intervenir plus sur la dimension de l'activité partielle. Voilà comment on s'est réparti les interventions des uns et des autres. Pour vous, alors vous savez certainement, donc l'organisation, l'État s'est organisé, d'abord tout le monde est effectivement en mode confinement, sauf là exceptionnellement je suis venue dans mon bureau avec Michel Ducrot, on a gardé les distances. Damienne, excusez-moi de vous interrompre, on ne vous entend pas très bien, donc essayez de parler bien en face de votre micro, sinon dès que vous tournez la tête, on perd le son. Ah d'accord, bon, alors vraiment que je bouge pas. Et si je monte le micro, c'est mieux? Enfin le son, c'est mieux là? Je sais pas. Là, ça va. Quand vous êtes bien en face, ça va. Ok, je bouge plus. Donc, les services de l'État sont tous organisés en réseau pour travailler ensemble aux réponses à apporter aux entreprises. À titre d'indication, on est évidemment assez proche de la DREAL, par exemple, parce que là, je sais que je m'adresse à l'univers aéronautique, donc toutes les questions qui peuvent être liées à des problèmes industriels de sites particuliers. On travaille étroitement aussi, et vous le savez peut-être depuis une dizaine de jours, désormais ce sont les chambres consulaires qui assurent le renseignement de premier niveau pour les entreprises qui cherchent à obtenir des informations plus spécifiques sur tel ou tel dispositif. Donc, l'idée, c'est que chaque entreprise, quel que soit son lieu d'exercice, s'adresse à la chambre consulaire, à la CCI en l'occurrence de son département, laquelle traite le renseignement de premier niveau et puis réadresse à la directe ou à autres services de l'État, aux services fiscaux par exemple, les questions qui seraient un peu plus complexes. Donc évidemment, on travaille également avec le réseau bancaire, avec la direction des finances publiques. Le préfet coordonne le tout dans le cadre de réunions de crise qui sont organisées tous les jeudis matins. Il fait le point avec tous les acteurs économiques régionaux, les principaux, les représentants des organisations patronales, les représentants industriels principaux, pour faire le point sur les points d'alerte et les dispositions à mettre en œuvre pour répondre aux difficultés rencontrées. Et je n'oublie pas les questions de concurrence, consommation, répression des fraudes, puisque malheureusement, la nature humaine étant ce qu'elle est, la période est propice à un certain nombre de dérives, je dirais, qui sont fort regrettables et pas uniquement dans le secteur sanitaire. On est particulièrement vigilant sur les questions de délai de paiement, puisqu'on sait bien que une défaillance à ce niveau peut entraîner en chaîne, en domino, des conséquences sur l'ensemble de la chaîne des sous-traitants. Et particulièrement vigilant aussi sur les questions de transport et les coûts des transporteurs.
voilà les deux grands domaines sur lesquels interviennent essentiellement aujourd'hui les acteurs de la concurrence consommation. Pour ce qui est des dispositifs économiques et de l'activité partielle, je voudrais vous dire que tous les documents c'est peut-être pas la peine que je vous envoie des documents dans la mesure où ils sont mis à jour régulièrement, je dirais peut-être presque quotidiennement, sur le site du ministère des Finances et sur le site du ministère du Travail. Vous trouvez l'intégralité des textes ainsi que les questions-réponses régulièrement actualisées. Vous y trouvez également sur le site du ministère du Travail les guides des pratiques qui commencent à être publiés. Pour l'instant, j'ai pas vu sortir ceux qui éventuellement concerneraient le domaine industriel. Il y a des choses très très concrètes sur les caissières de supermarchés, mais c'est pas votre sujet. Et c'est vraiment pour vous inviter à régulièrement consulter les sites ministériels qui comporteront l'intégralité mise à jour des textes pris par le gouvernement. Donc, la semaine dernière, vous savez que le gouvernement est passé devant le Parlement pour obtenir la possibilité de régir par ordonnance un certain nombre de textes qui étaient urgents. Donc, ça a eu lieu le week-end d'il y a 10 jours. La loi a été adoptée. Et la semaine dernière, il y a quelques 25 ordonnances qui ont été prises et publiées au journal officiel, ainsi qu'un très grand nombre de décrets pour la mise en œuvre des dispositifs. Sur les questions les mesures de soutien aux entreprises sur le plan économique, et que tout à l'heure je propose que Robert puisse détailler, on peut en compter 9 en fait. Les premières, c'est tout ce qui relève des délais de paiement, d'échéances sociales ou fiscales, et fiscales d'ailleurs, les deux, ça peut être les deux. La deuxième, c'est tout ce qui peut concerner la remise d'impôts directs. Ensuite, il y a le report des loyers, des factures, dont il a été beaucoup question ces derniers temps, ainsi que, quatrième point, le fonds de solidarité pour les TPE, les indépendants, les micro-entrepreneurs, et fonds qui est abondé par les conseils régionaux et qui peuvent permettre d'obtenir une aide jusqu'à 3 500 €, c'est-à-dire qu'il y a 1 500 € de la part de l'État et sous certaines conditions, 2 000 € qui sont apportés également par le conseil régional. Donc en Occitanie, c'est effectivement le cas. Il y a des prêts garantis par l'État, c'est le cinquième point. L'activation forte de la médiation du crédit pour le rééchelonnement des crédits bancaires. Et donc on trouve ensuite la médiation des entreprises en cas de conflit, qui est également fortement utile et activé. Et puis tout ce qui relève des marchés publics, avec la non-application, j'allais dire évidemment, des pénalités de retard sur les marchés publics. Enfin, dernier point, le dispositif d'activité partielle. Donc, sur le dispositif d'activité partielle, qui a été pour la période sensiblement amélioré, la prise en charge par l'État représente l'intégralité désormais de ce que chaque employeur verse au salarié qui est positionné en activité partielle, c'est-à-dire les 70% de la rémunération brute, dans la limite de 4,5% du SMIC, sont couverts par l'État. Le salarié reçoit donc, lui, 84% de sa rémunération nette. Rien n'empêche un employeur d'aller au-delà des 70% de la rémunération brute, mais le point réglementaire, on est sur ce niveau-là de prise en charge. Actuellement, donc, qui a été rencontré depuis une dizaine de jours, c'est une saturation du système d'information qui règle l'activité partielle en France. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu quasiment 10 jours, les 10 premiers jours du confinement et de la crise, autant de demandes d'activité partielle que pendant toute la période des Gilets jaunes, qui était déjà en surnombre par rapport à l'activité habituelle. En Occitanie, il y a eu, les derniers chiffres de vendredi, donc je n'ai pas de plus récent, 14 500 demandes d'activité partielle pour
80, j'ai plus le nombre exact d'heures, je vérifierai tout à l'heure, et un nombre impressionnant, 100 000 salariés. Non, c'est pas 100 000. Bon, enfin bon. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est 14 500 demandes d'activité partielle. Le système a été totalement effectivement saturé. Au niveau national, il a été décidé de faciliter les demandes en procédant par autorisation tacite au bout de 48 heures. La période a été compliquée dans la mesure où un grand nombre d'employeurs, d'entreprises n'ont pas réussi à obtenir leur fameux code, à entrer vraiment dans le système. À ma connaissance aujourd'hui, pour tout ce qui est de la demande d'activité partielle, la question est réglée ou on passe de lettres. Il n'y a plus cet effet entonnoir qu'on avait observé jusqu'à la fin de la semaine dernière, jusqu'à week-end, ça a été traité. La question à laquelle on va être confronté aujourd'hui, c'est la phase indemnisation, puisque les premières demandes datant du début du mois de mars et qu'on arrive au 1er avril, il va falloir affronter le flux important de demandes d'indemnisation. Et je comprends parfaitement que les entreprises sont en très forte attente de ces crédits qui doivent arriver de manière très rapide. Voilà. On travaille étroitement avec l'ordre des experts comptables, les deux ordres, puisqu'il y en a un à Toulouse et un à Montpellier. Le message qui leur a été passé, c'est d'attendre demain pour envoyer les demandes d'indemnisation, puisque là, on va avoir entre le 1er et le 9 avril un système qui reste un système manuel, enfin avec les agents dans les directs, ceux qui sont présents et qui peuvent remplir la tâche, qui vont passer en quelque sorte au kilomètre les demandes d'indemnisation. À partir on va dire du 10 avril, du 10-15 avril, le système sera à nouveau automatisé à ce niveau-là et pourra être traité en grand nombre. Et on a une quinzaine de jours où il est possible que la réactivité soit ce qu'on peut faire humainement parlant dans les services de la Direct. Je ne dis pas ça pour inquiéter mes interlocuteurs, mais bien pour que vous compreniez qu'il n'y a pas de volonté quelconque de faire des contrôles et de s'opposer à une indemnisation, mais que c'est bien un sujet de saturation du système. Normalement, sauf vraiment en situation absolument aberrante, il n'y aura aucune opposition au paiement de l'activité partielle. Quand on fera des contrôles, ce sera a posteriori, après, quand on reviendra à marée basse, si je puis dire. Voilà essentiellement sur le sujet d'activité partielle pour aller vite, pour ne pas monopoliser la parole. Je propose soit à Michel, soit à Robert, du coup, d'intervenir sur les questions fiscales, financières, sauf si vous avez déjà 2-3 questions à ce stade. Allô? Oui, donc une première question. Quel est le régime social et fiscal applicable en cas de complément versé par l'employeur au-delà des 70% du salaire horaire brut? Donc, quel est le régime fiscal applicable en cas de complément versé par l'employeur au-delà des 70% du salaire horaire brut? Eh bien, je ne sais pas. Je note la question et je renverrai la réponse. Je ne sais pas. Je sais que tout ce qui est activité partielle est exonéré des charges sociales, le versement de l'activité partielle. Alors, est-ce que ce qui est au-dessus est exonéré aussi? Je ne sais pas, je vais vérifier. Merci. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment, donc je propose que vous puissiez continuer. Du coup, je passe la parole à Robert. D'accord. Bonjour tout le monde. Donc, Robert Castagnac. Donc, je suis le commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises, donc au sein de la Direct et auprès du préfet de la région Occitanie. Et je suis en charge de la partie ouest de la région, sachant que j'ai un homologue qui est basé à Montpellier, qui est en charge de la partie est de la région Occitanie.
Mon travail habituel, c'est de soutenir les entreprises qui rencontrent des difficultés et de préserver, chaque fois que c'est possible, les outils industriels. Le raisonnement étant qu'il est parfois quand même utile, quand une entreprise rencontre des difficultés, de travailler avec elle pour préserver son activité, même s'il faut parfois prendre en charge et mettre en œuvre des mesures de restructuration. Ce travail va jusqu'à des échanges et une collaboration dans le cadre des procédures collectives avec les tribunaux de commerce et les administrateurs judiciaires dans le cadre de redressement judiciaire ou de sauvegarde. Voilà pour mon métier. Alors, et bien évidemment, la situation actuelle a rendu ce travail totalement différent puisque quasiment toutes les entreprises rencontrent des difficultés. Donc, les mesures spécifiques qui ont été mises en place dans le cadre de la crise Covid-19, donc Damienne Verguin les a rappelées, donc je vais focaliser mon commentaire sur les mesures financières. Donc, les mesures financières, en fait, aujourd'hui, l'urgence, c'est la trésorerie, hein, plus de chiffre d'affaires, donc des charges et comment passer ce cap. Donc, Damienne Verguin vous en a présenté une, qui est l'activité partielle, qui permet de faire face au maintien des effectifs et de leur rémunération pour ne pas se séparer des compétences. Et ensuite, il y aura un deuxième sujet qui sera le chiffre d'affaires, sa reconquête lors du redémarrage. Donc, les mesures d'urgence en termes de trésorerie, au-delà donc de l'activité partielle, c'est tout ce que Daniel a présenté sur les reports de charges. Donc, charges fiscales, charges sociales, également les échéances bancaires, hein, puisque l'ensemble des banques, par la voie de la Fédération des banques, s'est engagé à un report de 6 mois des échéances courantes. Et puis donc les nouvelles mesures, donc avec le prêt garanti par l'État et des compléments mis en œuvre par BPI. Et alors je ne sais pas si Philippe, vous avez également un correspondant de BPI parmi nous. Il en était prévu un pour savoir si on en parle ou si c'est lui qui présente ces interventions de BPI. Alors, je ne pense pas qu'on ait de représentants de BPI aujourd'hui. Alors, j'essaierai de me substituer à cette absence, mais il y a des mesures qui sont portées par BPI, donc dans ce cadre-là. Et puis, il y a le fonds de solidarité, donc qui est pour les entreprises de petite taille, de moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires, en termes de compensation quand elles ont perdu plus de 70% de leur chiffre d'affaires, hein, qui est un dispositif en 3 étapes que on vous a présenté brièvement, que je peux rappeler. Donc, la première, c'est 1 500 € pour les entreprises qui ont perdu plus de 70% de leur chiffre d'affaires en comparaison mars 2019, mars 2020. Un complément avec le conseil régional, qui est un dispositif anti-faillite pour les entreprises qui ont au moins un salarié, pour jusqu'à 2 000 € qui sera mis en œuvre en coordination avec le conseil régional, qui a ajouté une 3e étape qui est en train de s'organiser pour les entreprises qui n'auraient perdu que 40%, ce qui est déjà très important, de leur chiffre d'affaires. Et donc, un complément pourrait être ajouté par le conseil régional à ce titre-là. Et bien entendu, le conseil régional a renforcé son dispositif habituel de contrat entreprise en difficulté. C'est en fait un contrat plutôt aide au rebond, qui est une avance remboursable qui a été mobilisée pour les entreprises qui étaient en difficulté au sens disons, européen du terme, c'est-à-dire qui ont perdu plus de la moitié de leur capital ou qui sont dans des procédures collectives que je citais, c'est-à-dire redressement judiciaire ou sauvegarde. Voilà en résumé le dispositif. Alors, le plus opérationnel, c'est le prêt garanti par l'État, donc à 90% de garantie qui est mise en œuvre par les banques de l'entreprise. Donc, l'entreprise doit se retourner vers son banquier et avoir un prêt-accord. Et ensuite, donc, sur le site de BPI, sur la plateforme BPI, récupérer un code unique, de façon à ce qu'il y ait une seule intervention au titre du prêt garanti par l'État. Et ce prêt garanti par l'État
est calculé en fonction du besoin et ne peut jusqu'à 25% du chiffre d'affaires, c'est-à-dire 3 mois de trésor. Voilà pour l'essentiel de ces mesures. Le plus simple ensuite, c'est que je réponde aux questions des participants. Ok, donc quelques questions. Je rappelle au passage en fait que le webinaire est enregistré, donc l'enregistrement ainsi que les réponses seront disponibles sur le site web d'Aerospace Valley assez rapidement après la fin du webinaire, hein. Donc deux questions qui concernent en fait la demande d'activité partielle. Comment fait-on pour relancer quand on n'a pas obtenu les codes pour la demande d'activité partielle? C'est pour Damienne. Alors, normalement, il n'y a rien à relancer. En principe, si vous ne l'avez pas encore reçu, c'est que ça fait partie malheureusement, les derniers wagons qui ne sont pas encore totalement résolus. Mais à ma connaissance, il n'y a rien à refaire. Vous n'avez aucun code. Vous n'avez rien reçu, ni même des codes, parce qu'il y en a beaucoup qui avaient reçu des codes erronés également. Bon, il y a eu un gros moment de solitude pour tout le monde. À ma connaissance, il n'y a rien à relancer. Ça doit être communiqué, mais je veux bien qu'on peut. Vous êtes dans quel département? Alors, je vous renverrai, Damien, directement le nom de la société. D'accord. Une question, la question complémentaire, en fait, c'est quel est le délai pour obtenir les codes? Normalement, c'est ça, je suis bien embêtée pour répondre parce qu'on sort de l'engorgement total et en principe, quand tout va bien, c'est très très rapide. Mais là, on a eu des dizaines de milliers, là où d'habitude, il y en a 50, quoi. Donc, je suis bien embêtée là pour répondre, mais par contre, je peux aller vérifier ce qu'il en est avec le département en fonction du département concerné. Pyrénées-Atlantiques. Pyrénées-Atlantiques, mais c'est pas en Occitanie, ça. 64. Oui. Et non. Là, je sais pas dire alors, du coup. Mais parce que les gens étaient vraiment très friands de vos informations, là, Damien. Donc, vous avez un public très large. Oui, mais alors là, je note, je ferai passer aux collègues de l'Occitanie. Ok. Autre Sinon, question. vous m'enverrez par mail et puis ça sera plus facile du coup. Tout à fait. Est-ce que pendant les 6 mois de report d'échéance de prêt, l'entreprise continue à payer les intérêts sur le capital? Ça, c'est pour Robert. Ça, c'est une question sur les prêts bancaires. Hein? Donc, le report de 6 mois des échéances bancaires. Donc, la règle, c'est un report du capital. Le conseil et la préconisation de la Fédération des banques, c'est que ce soit également les intérêts. Mais c'est à la négociation de chaque banque, puisque les intérêts, c'est les ressources de fonctionnement des différentes banques. La plupart des banques, en tout cas une grande partie, jouent ce jeu, c'est-à-dire reportent à la fois l'échéance en capital et en intérêt. Et au bout de 6 mois, seront décidées entre l'entreprise et sa banque les modalités d'étalement, c'est-à-dire soit un lissage sur le restant de la durée du prêt, soit des reports d'échéance en fin de prêt. Voilà pour la question des intérêts sur les reports. Alors, autre question toujours concernant le prêt de l'État. Quelles sont les modalités pour obtenir le prêt de l'État? Quel est le taux? Quelle est la durée de remboursement? Quel est le plafond? Alors, le prêt garanti par l'État. Donc, son plafond, c'est 25% du chiffre d'affaires. Alors, il y a un seuil pour les grandes entreprises et les entreprises moyennes et petites. Donc, le taux, en fait, c'est à prix coûtant. Et la garantie, c'est des points de base. On vous fera passer vous les avez sur le site que citait Damien Verguin du ministère de l'économie et des finances. Il est donc à solliciter auprès de sa banque. C'est la banque qui le mettra en œuvre et qui se garantira à 90% sur l'État. Alors, question complémentaire, la banque peut-elle refuser ce prêt garanti à l'entreprise? Y a-t-il des conditions d'éligibilité et quels sont les délais pour obtenir une réponse de la banque?
Alors, éligibilité. Toutes les entreprises sont éligibles, sauf les sociétés civiles immobilières et les établissements financiers. Donc, normalement, toutes les entreprises. Autre critère d'éligibilité, c'est on exclut les entreprises qui sont sous procédure collective au tribunal de commerce. Donc, à part ces cas-là, toutes les entreprises sont éligibles. Après, c'est dans le dialogue donc, avec sa banque que le prêt se met en place. Et s'il y a des difficultés, et ça peut arriver, hein, à ce que l'entreprise trouve avec la banque un accord satisfaisant, la médiation du crédit mise en œuvre par la Banque de France est à l'écoute de toutes les entreprises pour trouver des solutions. Et la médiation du crédit, c'est donc une saisine en ligne sur le site donc médiation du crédit et avec une réponse le plus rapide possible. Merci. Alors, un des participants qui communique son expérience sur la demande d'activité partielle. Donc, si cela peut servir à d'autres, j'ai reçu un mail intitulé « Habilitation à l'activité partielle », mais sans les codes. J'ai tenté identifiant oublié et mot de passe oublié sur le site et j'ai reçu les codes immédiatement. Donc, j'espère que ça peut aider notre autre participant de tout à l'heure. Alors, question suivante. Question suivante. Connaissez-vous le taux d'intérêt du prêt soutien? Si le prêt soutien, c'est le prêt garanti par l'État à 90%, son taux est à prix coûtant. Donc 0, quoi. Et aujourd'hui, c'est pas grand-chose les loyers sur les prêts. Il y a une prise en charge de la garantie qui est sur des points de base, mais ça reste relativement raisonnable. Et l'autre question, c'est la durée. Donc, en fait, alors ces prêts sont ouverts jusqu'au 31 décembre 2020. Hein, donc, si l'entreprise souhaite prendre un peu le temps de la réflexion pour calculer son besoin et puis voir en fonction de la durée de la crise actuelle, hein, elle peut bien entendu prendre un certain temps de réflexion. Et le délai sera ensuite vu avec la banque si elle met en place le remboursement de ce prêt sur… alors, il y a bien entendu un différé, mais sur 3, 4, 5 ans. Ok, merci. Plus de questions pour le moment. Parmi les participants connectés, donc, avez-vous d'autres questions? Sinon, je conclus que nos amis de la Directe ont été particulièrement brillants et ont répondu à vos questions. On n'a pas abordé les questions de droit du travail. Est-ce que vous souhaitez qu'on l'aborde avec Michel Ducrot? Oui, je pense. On peut, oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Michel Ducrot, je suis, comme Damienne, directeur régional adjoint de la Directe, mais plus particulièrement en charge de la politique du travail, et donc de coordonner l'activité des unités départementales de la Directe sur ce volet, tant en matière de réglementation que de santé-sécurité. Donc, moi, je souhaitais, un petit peu dans le prolongement de ce qu'évoquait tout à l'heure Damienne, c'est-à-dire la vague d'ordonnances qui ont été prises par les pouvoirs publics pour faciliter un tant soit peu aux entreprises les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Vous parlez d'un texte spécifique qui est donc une ordonnance du 25 mars qui est venue introduire de très larges dérogations au Code du travail sur des aspects qui concernent les congés et la durée du travail. Je précise tout de suite que cette ordonnance contient en fait 2 séries de dispositions dont certaines seulement sont immédiatement applicables. Ce sont celles qui concernent les congés. Et par contre, les dispositions qui concernent la durée du travail, les durées maximum, la prise des repos, sont soumises et sont dans l'attente de la parution d'un décret qui viendra préciser quels sont les secteurs d'activité qui sont absolument essentiels à la vie de la nation et à la continuité de l'activité économique. Ce décret n'est pas encore paru
au JO ce matin. Michel, pardon de vous interrompre, il faut rester bien en face du micro, sinon le son disparaît. Merci. D'accord. Donc, en matière de congés payés, les dispositions sont immédiatement applicables. Toutes les entreprises sont concernées, sous réserve qu'elles soient couvertes par un accord d'entreprise ou un accord de branche qui prévoit dans quelles conditions l'employeur pourra imposer la prise de jours de congé. L'ordonnance prévoit que l'employeur peut imposer la prise de 6 jours ouvrables ou de 5 jours ouvrés, en fait une semaine de congé payé, en respectant un délai de prévenance qui est d'au moins 1 jour franc. De la même manière, l'employeur pourra modifier les dates d'un congé qui est déjà posé dans la limite de 6 jours ouvrables ou de 5 jours ouvrés, toujours en respectant un délai d'1 jour franc. L'employeur pourra également imposer le fractionnement des congés payés sans l'accord du salarié. Il pourra également suspendre le droit à un congé simultané des conjoints qui travaillent dans la même entreprise. Voilà, donc je souligne simplement le point de vigilance. Tout ceci n'est possible que s'il y a un accord collectif, soit d'entreprise, soit à défaut de branche, et l'employeur ne peut imposer que la prise des congés qui sont déjà acquis et pas la prise des congés qui ne sont pas encore acquis. Deuxième série de dispositions pour les congés qui sont immédiatement applicables, c'est le cas des entreprises qui ont un dispositif de jours de repos conventionnel. Donc, ça peut être des jours de RTT, du repos conventionnel, un compte épargne-temps, ou qui ont mis en place des conventions de forfait. Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie, et pour l'instant, ça n'est pas autrement défini, l'employeur peut, par dérogation à toutes les dispositions conventionnelles, imposer, par une décision unilatérale, la prise de jours de congé ou de demi-journée de repos acquises par le salarié, toujours en respectant un délai de prévenance d'1 jour franc. 1 jour franc. La même disposition est également applicable pour les jours qui sont déposés sur un compte épargne-temps. Voilà, donc ça ne concerne que ces jours de repos. Hein. Je précise en point de vigilance que les repos qui sont accordés au titre de la réalisation des heures supplémentaires, par contre, ne sont pas concernés. Le nombre total de ces jours de repos qui peuvent être imposés par l'employeur ne peut pas dépasser 10 jours. Voilà. Par contre, on peut cumuler les 6 jours ouvrables de congés payés que j'évoquais tout à l'heure avec les 10 jours de repos, y compris de manière consécutive. Donc ça, c'était les dispositions qui sont immédiatement applicables. Deuxième série de dispositions qui sont soumises à la parution d'un décret qui viendra déterminer les secteurs d'activité qui sont jugés essentiels à la continuité de la vie économique et à la sûreté de la nation. Là, on a une situation où, en fait, on laisse au libre choix de l'entreprise de déroger à la durée quotidienne maximale du travail, qui pourrait être portée à 12 heures, à la durée hebdomadaire maximale absolue, qui pourrait être portée à 60 heures, à la durée hebdomadaire maximale moyenne, qui pourrait être portée à 48 heures sur 12 semaines consécutives, et à la durée du repos quotidien, qui pourrait être réduite à 9 heures. Voilà. Donc le décret devra venir préciser certains éléments sur ces pratiques dérogatoires. Donc très concrètement, ça veut dire que par rapport à ce que chacun connaissait jusqu'à présent, il n'y a pas besoin, une fois le décret paru, il n'y aura pas besoin de conclure d'accord ou de faire une demande de dérogation auprès de la directe pour utiliser ces facultés dérogatoires. De la même manière, une fois le décret paru, les entreprises concernées, celles des secteurs prioritaires, pourront attribuer le repos dominical par roulement. Donc, ne seront pas obligés de donner le repos dominical le dimanche. Voilà. Les points de vigilance sur ces dispositions, c'est qu'elles sont cumulatives, elles doivent s'articuler entre elles. Hein, il faut veiller à ce que les durées maximales restent compatibles avec les repos quotidiens hebdomadaires. Donc, ce n'est pas non plus une carte blanche qui est donnée aux entreprises. Il reste interdit de travailler 7 jours sur 7, bien évidemment, mais on a une faculté de roulement.
Voilà. Par ailleurs, toute la réglementation qui concerne la durée légale du travail et les heures supplémentaires n'est pas modifiée. Donc, ce qui veut dire que les heures au-delà de la durée légale restent des heures supplémentaires avec les droits que ça implique. Donc tout ça, je le répète, ça concerne les entreprises des secteurs qui seront considérés comme essentiels à la vie de la nation. Pour les autres qui ne seraient pas dans ces secteurs, elles pourront néanmoins continuer à bénéficier de dérogations, mais elles devront pour cela respecter les règles qui étaient antérieurement en vigueur, c'est-à-dire demander autorisation. Alors, ça dépend en fait du motif de la demande, mais soit à l'inspecteur du travail, soit au direct. Voilà. On a simplifié la procédure néanmoins. L'autorité administrative qui est compétente est celle dont relève le siège social de l'entreprise, pour l'ensemble des salariés qui sont concernés, quel que soit leur lieu de travail. Voilà, très rapidement, ce qui est prévu dans cette ordonnance du 25 mars dernier qui déroge très largement au Code du travail. Merci Michel. Alors, plusieurs questions sur ces sujets. Donc, en partant de la dernière, question activité partielle. Le CSE doit être consulté dans les 2 mois suivant la demande. Si le CSE refuse par principe, qu'est-ce que cela implique? Alors, je ne sais pas si c'est à moi de répondre ou à Damien. Bon, c'est une consultation. Donc, c'est un avis. C'est une instance qui a, en l'occurrence, une capacité consultative, mais qui n'a pas de valeur de décision. Donc, on prendra acte de l'avis défavorable du CSE, mais ça ne bloquera pas l'examen et très probablement l'accord en matière d'indemnité partielle. Merci. Une autre question. Pour les congés, vous parlez d'un accord de branche. Est-ce que pour une PME de moins de 50 personnes avec un CSE, un accord CSE suffirait? Oui, dans ce cas-là, ça sera un accord d'entreprise. Hein. C'est même ce que l'ordonnance, a priori, favorise, puisqu'elle dit un accord d'entreprise ou, à défaut, un accord de branche. Donc après, selon la configuration, selon les entreprises, donc leur effectif, s'il y a présence ou pas de délégué syndical ou d'un CSE ou pas, c'est les règles de validité classiques des accords qui s'appliquent. Donc s'il y a un CSE, effectivement, on peut passer dans certaines conditions un accord d'entreprise avec une délégation CSE. Merci. Question sur le nombre de jours de repos. Il me semble que vous avez dit 10 tout à l'heure, maximum. Alors, c'est 6 plus 10. Hein. C'est 6 jours qui peuvent être fixés donc dans les conditions que j'ai indiquées par l'employeur au titre des congés payés, et ensuite 10 au titre des autres congés, c'est-à-dire jours RTT, repos conventionnel, compte épargne-temps. Merci. Alors, Voilà. quelqu'un qui partage son retour de terrain. La mesure sur les congés fait face à une très forte opposition des salariés. Difficile de s'engager dans cette voie. Quels conseils pourriez-vous donner pour mettre en œuvre en pratique une telle mesure? Moi, je renvoie à la négociation et à la discussion dans l'entreprise. Hein. C'est un peu compliqué de donner un conseil précis. Tout dépend effectivement des relations et de la qualité du dialogue social qui a pu être engagé. Bon, je suis tout à fait conscient que ça pose des difficultés effectivement aux salariés qui sont pour certains et certaines de leurs organisations plutôt opposés à cette forme. Mais en même temps, dans la situation de difficulté que traversent les entreprises, je pense qu'on peut avoir ici ou là quand même des attitudes plus compréhensibles. Donc après, est-ce que c'est dans l'effectif de l'entreprise, est-ce que c'est 1 ou 2 salariés ou quelques salariés et que la plupart sont quand même favorables? Je pense qu'il faut essayer de faire en sorte que la décision soit le plus consensuelle possible. Merci. On revient sur le chômage partiel. Peut-on avoir 1 ou 2 salariés par service en chômage partiel? Et ces salariés peuvent-ils être mis en chômage partiel un certain nombre de jours par semaine? Oui. Donc, peut-on avoir… Oui. Oui. C'est pas enfin, l'activité partielle peut ne concerner qu'une partie des salariés qui peuvent être eux-mêmes concernés pour une partie de leur temps de travail. La réduction de l'activité d'une entreprise, ça peut être à géométrie variable, c'est pas forcément un arrêt complet, mais ça peut être un arrêt suffisant de l'activité qui va concerner plus certains salariés que d'autres qui peuvent par exemple travailler en télétravail parce qu'ils sont sur des fonctions administratives qui peuvent continuer. Enfin oui, la réponse est oui, ça peut être variable.
Autre question, toujours, est-ce que le recours au chômage partiel est compatible avec l'obtention du prêt garanti par l'État? Il n'y a pas d'incompatibilité. Enfin, je veux dire, les aides sont cumulables. Enfin, je laisse Robert répondre également, mais pour moi, on peut avoir à la fois l'activité partielle, parce que ça concerne les garanties pour les salariés, pour éviter de licencier, et en même temps les aides financières de l'État ou du Conseil régional pour aider l'entreprise à surmonter le passage à un chiffre d'affaires presque nul, quoi. Donc oui, les deux sont cumulables. Oui, je confirme. Il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux, puisque ce sont deux actions différentes, l'une sur le financement de l'entreprise, l'autre sur le financement des salaires. Merci à tous les deux. Plus de questions pour le moment. Il nous reste encore un quart d'heure, le cas échéant. Donc, est-ce que vous avez encore d'autres questions pour les personnes qui sont connectées? Moi, Philippe, je peux faire une recommandation. Oui. C'est qu'on vit quand même une période très, très perturbée, hein, et que les entreprises sont, pour certaines, très démunies devant cette situation. Nous-mêmes, on y fait face chaque jour, et on traite les sujets qui voient le jour et qui sont parfois très compliqués. Donc, il ne faut pas hésiter à poser des questions, on les relaiera. Et la deuxième, c'est ne pas hésiter à nous contacter pour les entreprises qui ont une certaine taille, qui rencontrent des difficultés dans l'organisation de la recherche de financement et de leur stratégie de préserver leur activité pendant cette crise, et bien évidemment pour nous aussi se mettre en situation d'être en capacité de redémarrer quand la crise sera derrière nous. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à mobiliser nos services. Alors effectivement, comme on le dit, donc il y a énormément de demandes, donc on a un temps de latence qui peut être différent de celui habituel, mais chaque cas est particulier, donc il ne faut pas hésiter à poser des questions et à revenir vers nous, surtout pour les entreprises d'une certaine taille, donc d'entreprises, je pense surtout des entreprises industrielles, hein, et dont on a quand même comme objectif de préserver l'activité parce qu'elles sont vitales, et le redémarrage sera un enjeu majeur d'ici quelques temps. Merci. Moi, alors, oui, pardon, Daniel. j'aurais volontiers une question vers les participants, s'il y a certains qui peuvent intervenir, pour savoir dans quelle situation est leur entreprise aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont totalement arrêté? Est-ce qu'ils sont partiellement en activité? Juste pour pour avoir un peu de visibilité sur la réalité du terrain. Même si on a quelques études sur la filière aéronautique, mais voilà. Alors, je vous renverrai l'état des lieux qu'on a fait côté Aerospace Valley à la fin de la semaine dernière, et que sur la base des retours donc de nos membres, que j'avais envoyé à Olivier Rennes, mais je vous le renvoie Oui, juste. mais ça, je l'ai. Ce que je voulais juste, c'était là un vécu, mais ils ne peuvent pas intervenir en direct. Je crois que le webinaire rendait possible l'échange direct sur un vécu particulier que j'aurais voulu, ça m'aurait intéressé d'entendre. Pas sur ce mode-ci, mais par le biais du chat. Entre-temps, quelques questions supplémentaires qui sont arrivées. Donc, une question qui est, nous avons demandé l'activité partielle à 3/5. Y a-t-il toujours acquisition de RTT? Alors là, est-ce qu'on a activité partielle et RTT? J'avoue que la RTT compense, à mon sens, non, mais là, Michel, non. J'aurais tendance à dire que non, parce que je sais pas, là honnêtement, par déduction, je dirais non, mais là, c'est les champions de la colle, là. Ok, autre question. Donc, pour la reprise, que préconisez-vous, en cas de reprise sur le site après le confinement? Un test des employés pour s'assurer qu'ils ne sont pas atteints ou positifs. Le but est de reprendre, mais de garantir la sécurité de tous les collaborateurs. Le droit du travail, chef.
Alors, on est sur un domaine effectivement extrêmement mouvant. On n'est qu'au début hein, de la détermination des meilleures mesures de sécurité et de prévention. Tout à l'heure l'indiquait Damienne. Et on n'a pas clairement pour l'instant un modus operandi pour la reprise, en tout cas à grande échelle, de l'activité dans toutes les entreprises. Donc je renverrai pour l'instant simplement aux mesures générales de prévention à destination de toutes les entreprises qui sont disponibles sur le site du ministère du Travail et sur le site de la Directe. Je ne pense pas qu'il sera possible à un employeur d'imposer un test, mais bon, ça peut évoluer, d'imposer un test de contamination ou pas à ses salariés. Pour l'instant, en tout cas, ça n'est pas prévu. Voilà. Merci Michel. Les règles d'hygiène, bien sûr, et de distanciation sociale, de lavage de mains, enfin toutes les règles très classiques, plus des règles particulières qui vont petit à petit monter en puissance secteur par secteur. Tout à l'heure, Damien citait les postes d'hôtesse de caisse. Bon, il y a aussi d'autres fiches qui sont disponibles, par exemple pour les chauffeurs-livreurs, ce qui peut éventuellement intéresser davantage les entreprises d'Aerospace Valley. Mais il y a une cinquantaine de fiches métiers très concrètes qui sont en cours d'élaboration et qui vont sortir en principe dans les jours et les semaines qui viennent. Voilà. Oui, pour faciliter aussi la tâche à tout le monde, je vous rappelle au passage que sur le site web Aerospace Valley, vous avez un onglet information Covid qui vous permet en un clic d'accéder à la synthèse de toutes ces informations dont nous parlons aujourd'hui, y compris donc les fiches métiers. Alors, une autre question, on revient côté finance là, cette fois-ci. Donc, avez-vous des informations à communiquer sur les dispositifs spécifiques au crédit impôt recherche et plus spécifiquement, quid du versement non encore réalisé du CIR 2018 et qu'en est-il du versement du CIR 2019? Alors, sur les questions de crédit impôt recherche, ce que j'ai compris, c'est que la direction des finances publiques en accélérait les remboursements. Voilà la position. Mais je pense qu'il faut prendre contact avec les services concernés. Je vais regarder sur la foire aux questions parce que c'est un sujet qui a été abordé. Je précise la réponse dès que j'ai les éléments. Merci. Donc, Damien, quelques retours d'entreprise par rapport à votre question. Donc, la première, nous sommes partiellement en activité, 60% environ. Une deuxième entreprise, nous sommes en télétravail, mais baisse du chiffre d'affaires. Donc, nous allons demander l'activité partielle pour moduler au milieu de notre plan de charge. Une troisième, télétravail généralisé depuis le 17 mars. Une autre, activité à l'arrêt. D'accord. Continue. Voilà. Pour l'instant, nous sommes encore en activité totale. Activité partielle et RTT. Alors, ça, c'est une question par contre. Activité partielle et RTT, est-ce que c'est au prorata du temps travaillé? Quoi, l'activité partielle ou la RTT? La RTT? J'imagine. C'est la question de tout à l'heure, ça, non? Oui, j'imagine que c'est le RTT, oui. Ça revient à la question de tout à l'heure. Hein. Écoutez, là, je vais faire comme Robert, un joker, et je remonte la question parce que je ne sais pas. Alors, quelqu'un qui partage son expérience, donc on revient sur le crédit impôt recherche. Pour le crédit impôt recherche, c'est à l'entreprise de faire la demande pour paiement accéléré, annonce faite hier par Cédrico. Ah oui. Ensuite, un retour, un feedback d'entreprise, donc avec des clients avec lesquels nous avons des remises de fin d'année. Non, c'est une question. Donc, avec des clients pour lesquels nous avons des remises de fin d'année, ces remises pourraient-elles être reportées, voire annulées? Là, je sais, je suis pas compétente pour répondre à ça, moi. Est-ce que c'est le, là, je sais pas, Robert?
Moi, j'avoue, là, je ne sais pas. C'est les relations inter-entreprises, ça se dit, je ne sais pas. C'est contractuel comment, ces remises entre clients et fournisseurs? C'est sous quelle forme? Je ne sais pas, Damien. Je vous reforwarderai la question. Il faut faire l'analyse juridique de la forme que prennent ces remises. Là, On peut en revenir aux grands principes qui ont été édictés, c'est de faire en sorte que la crise ne soit pas l'occasion pour que les relations clients-fournisseurs soient dégradées. Et donc, notamment les grands comptes, je ne sais pas si c'est le cas, maintiennent le paiement de leurs fournisseurs. Et que puisque le principal crédit, c'est le crédit interentreprise. Et que donc les relations entre entreprises ne soient pas dégradées par la crise. Et là, la médiation interentreprise et la médiation du crédit se sont coagulées pour mettre en œuvre une stratégie de suivi par une cellule de crise qui est même renforcée au niveau national pour tout ce qui permettrait de réguler les relations entre entreprises. Alors, un autre feedback d'entreprise qui est assez cohérent de tous ceux que j'ai pu avoir moi la semaine dernière là. Donc, je cite: je ne vais pas être original, mais nos principales difficultés sont les contradictions permanentes cascadées par le gouvernement, notamment sur les masques ou le chômage partiel. On nous a clairement fait comprendre que le chômage partiel aurait de grandes chances d'être refusé. La trésorerie de la supply chain n'est pas extensible à volonté. Cela poussera beaucoup d'entreprises à ouvrir plus tôt que prévu. Quelle urgence de livrer des morceaux d'avion alors qu'Airbus a annoncé qu'à court terme, il ne ferait que finir les avions déjà dans le tuyau des lignes d'assemblage? Quelle urgence de livrer des avions alors que les compagnies aériennes sont clouées au sol? Nous devons fournir des masques à nos salariés, mais il est également demandé de les fournir aux divers services de santé. Oui. C'est effectivement un type de commentaire qui revient là de manière vraiment très très récurrente là, chez nos membres. Oui, c'est vrai qu'il y a une forme d'injonction contradictoire entre rester chez vous, enfin les préconisations sanitaires des autorités sanitaires qui demandent qu'on reste confiné chez soi et la nécessité que l'activité économique ne s'arrête pas intégralement. Alors ça, il y a eu effectivement une période malheureuse d'hésitation et de confusion qu'on constate tous et qu'on subit tous d'ailleurs. En même temps, je ne crois pas, enfin en Occitanie, on n'a jamais passé le message qu'on ne délivrerait pas l'activité partielle. En tout cas, les instructions du direct et à l'intérieur de la direct dans chaque unité départementale ont bien été de traiter avec bienveillance toutes les demandes d'activité partielle. Donc, là où il y a peut-être eu effectivement cette impression extrêmement désagréable et contre-productive, c'est la rupture du système qui a envoyé des messages négatifs dans le sens où les entreprises ne recevaient pas leur numéro de compte et compagnie. Donc ça, c'est vrai que ça a pu ajouter à l'instabilité ressentie. Le reste, il n'y a jamais eu d'instruction de ne pas donner l'activité partielle. Mais pour tout ce qui relève de la mise à disposition de masques, de gel et de tous les équipements de protection individuelle, on est tous au même niveau et même l'administration est comme les entreprises totalement malheureusement démunies et nous-mêmes n'avons pas et l'inspection du travail est limitée également en la matière. Donc, malheureusement, nous sommes confrontés à une pénurie que personne n'a su anticiper, mais ça on en parlera ultérieurement et ça ne relève pas de notre compétence de toute façon. Merci Damien. Alors pour détendre l'atmosphère, une question qui fait appel à votre clairvoyance. Pensez-vous que la durée de confinement peut être prolongée jusqu'en mai? Jusqu'à fin avril ne me paraîtrait pas aberrant. Très bien. Un autre témoignage. 100% effectif en télétravail, mais progressivement, activité partielle se met en place car les clients ne sont plus là, les partenaires de moins en moins là. Difficulté à gérer le télétravail pour les familles avec enfants en bas âge. Demande prise de congés payés ou RTT sur la base du volontariat. Alors, on revient à une question cette fois-ci, toujours sur les prêts. Dans le cas des prêts garantis par l'État,
Pour les startups innovantes en cours de lancement de produits arrêtés par le Covid, on a une antériorité de chiffre d'affaires qui est faible. À quoi peut-on s'attendre auprès de nos banques comme montant? Alors, du coup, je vais commencer par vous donner la réponse au CIR, hein, le crédit impôt recherche. Donc, le remboursement accéléré des crédits d'impôt sur les sociétés. Hein. Donc, je vous lis le texte, hein, puisqu'il est assez précis. Donc, afin d'apporter une aide financière aux entreprises en difficulté, une procédure accélérée de remboursement des créances d'impôt sur les sociétés restituables en 2020 est à l'œuvre. Les sociétés qui bénéficient d'un ou plusieurs crédits d'impôt restituables en 2020 peuvent dès maintenant demander le remboursement du solde de la créance disponible après imputation, le cas échéant sur leur impôt sur la société dû au titre de l'exercice 2019, sans attendre le dépôt de l'alias. Voilà pour la réponse technique. Et les entreprises sont invitées à se rendre sur leur espace professionnel sur impôt.gouv.fr pour faire les télédéclarations. Voilà sur ce sujet-là. Et donc, pour les startups ou les entreprises innovantes hein, qui n'ont pas 2 ans de chiffre d'affaires, c'est ça la question? C'est ça, oui. En fait, c'est calculé sur la moyenne du chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé sur l'année. Hein, donc, il y a une mesure très précise qui est prévue pour un calcul pour les entreprises innovantes et start-up. Parce qu'évidemment, il y en a qui n'existaient pas en mars 2019. Et donc, il y a une mesure de calcul de leur activité sur les mois d'activité qu'elles ont eu avant la crise. Ok, merci. Alors, une question qui est un peu similaire. J'ai une activité de conseil. Mon chiffre d'affaires mensuel n'est pas linéaire car la facturation dépend de la clôture des missions. La baisse du chiffre d'affaires de mars 2019 à 20 est de 60%. Donc, je ne serai a priori pas éligible aux 1 500 €. Par contre, je n'ai pu travailler que 2 jours sur mars 2020 contre 8 jours en mars 2019, soit une baisse de 75% d'activité. Que me conseillez-vous? Alors, deux sujets. Donc, le sujet comparaison mars 2019, mars 2020. Donc là, c'est un constat hein, donc des 70% de baisse de chiffre d'affaires. Le Conseil régional propose de prendre en charge, et il est en train de finaliser l'organisation de cette mesure, mais les entreprises qui n'auraient subi que 40% de baisse de chiffre d'affaires. Donc c'est le 3e étage de la mesure du fonds de solidarité. Et pour le mois d'avril, aujourd'hui, on n'a pas de consigne, mais le gouvernement n'a pas exclu de poursuivre la mesure en avril, puisque là, effectivement, les entreprises qui avaient réussi à maintenir un peu d'activité, notamment début mars, ou qui ont pu clôturer des activités qui étaient en commande, vont se retrouver en avril avec une activité beaucoup plus basse. Et donc, la question est en réflexion pour une prolongation de cette mesure sur le mois d'avril. Donc, dès qu'on aura les réponses, on pourra vous les communiquer, mais il y aura une communication nationale à ce sujet, bien évidemment. Merci. Toujours le CIR. Donc, merci pour les informations concernant le remboursement du CIR. 2019, c'est compris. Par contre, le CIR 2018 n'a même pas été remboursé à ce jour. Comment ça va se passer? Je pense que c'est la même procédure, puisqu'en fait, soit vous êtes jeune entreprise innovante, vous avez le remboursement dans l'année, enfin l'année suivante, soit vous êtes une entreprise de droit commun, et donc là, c'est sur les 3 dernières années, donc là, c'est pareil. Hein, le remboursement est lié au crédit d'impôt existant, qui peut être fait sur les dernières années. Très bien, merci. Là, il faut prendre contact avec l'administration concernée hein, et aller sur votre site dédié là, de impôt.gouv.fr. Très bien, merci. Alors, pour terminer, peut-être sur une note positive pour tout le monde, le témoignage d'un des participants qui dit « Les dispositifs ne sont pas équivalents selon la région et l'Occitanie est plutôt bien servie ». Voilà, donc merci la région Occitane. Et puis, merci la Direct pour vos explications, votre participation. Je répète que la session donc, a été enregistrée, donc elle sera disponible ainsi que l'ensemble des questions-réponses sur le site web d'Aerospace Valley d'ici quelques heures. Et si vous avez d'autres questions ultérieures, n'hésitez pas donc à nous recontacter côté Aerospace Valley ou à recontacter vos correspondants à la Direct.
Damien? Non, mais parfait, merci. Je vais vous envoyer le question-réponse sur l'activité partielle qui est paru le 29 mars et quelques éléments d'information avec les liens, si vous souhaitez. Avec les liens pour aller sur les sites ministériels où vous aurez toute l'information et le plus de réponses possibles aux questions posées. Merci voilà. Damien. On reste à votre disposition, Michel Ducrot, Robert Castagnac, moi-même et l'ensemble des équipes pour toutes les questions que vous souhaitez poser par mail. Ou, enfin, essentiellement par mail, c'est plus facile puisque du coup, on a le support avec. Merci beaucoup. Et puis, je vous transmets donc l'ensemble des remerciements des participants qui arrivent au fur et à mesure là sur le chat. Merci beaucoup à tous et donc bonne journée, bonne continuation et beaucoup de résilience par ces temps difficiles. Merci. Bonne journée à tous, bon courage. Au revoir.